Merci Jean-Marc. Donc maintenant, pour cette partie sur l'intelligence artificielle vers de nouveaux métiers, point d'interrogation, nous avons invité Frédéric Barbaresco de Thales. Monsieur Barbaresco, vous êtes spécialiste de systèmes opérationnels de senseurs intelligents et d'ingénierie augmentée. Vous avez reçu un prix de l'OTAN et le prix Aimé Poisson de l'Académie des sciences, entre autres. Et vous êtes membre émérite de la Société de l'électricité, de l'électronique et des technologies de l'information et de la communication, où vous présidez le club Ingénierie des systèmes d'information et de communication. Nous retrouvons aussi dans cette partie, je ne les représente pas, Anne-Laurent et François-Marie Le Saffre. Et au moment du débat, nous accueillerons François Bacon, inspecteur pédagogique régional en sciences et techniques industrielles. À toi, Jean-Marc. Voilà, donc j'invite Anne-Laurent à nous rejoindre. Et dans cette partie donc, sur vers de nouveaux métiers, il y a une question assez importante qui nous a paru importante, c'est l'intelligence artificielle, les prises de conscience nécessaires. Donc, je vais laisser Anne nous en parler. Merci beaucoup. Alors, effectivement, on en a déjà dit quelques mots et vous allez voir qu'il y a des choses qui se rejoignent en même temps qu'en fait, il y a des choses qui se passent. Donc, on en a parlé, hein, il y a des défis autour de l'intelligence artificielle. Il y a un lien avec la science des données et on sait qu'il y a une massification des données actuellement. C'est un lieu commun en même temps que ce n'est pas seulement les données qui sont de plus en plus massives et complexes, c'est aussi tous les traitements. Et ça fait que quand on s'attaque à l'intelligence artificielle, on va revenir après, à la science des données et à leur exploitation, en fait, on se retrouve dans un monde qui combine des enjeux mathématiques, des enjeux informatiques, des enjeux aussi juridiques, des enjeux d'éthique, des enjeux de choix de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on ne veut pas faire. Et se pose alors en fait une question, une première presque, une question de terminologie. Et c'est assez rigolo en fait de regarder l'histoire des mots ces dernières dizaines d'années. On pourrait même remonter à l'histoire de l'Antiquité autour des ontologies, des sciences qui se sont développées au fur et à mesure. Et les mots, alors j'avais mis au début, est-ce que les mots ont encore un sens? Mais finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les mots qu'on utilise derrière l'intelligence artificielle, et ça a donné lieu à quelques questions, on y reviendra sans doute plus tard, en fait, de plus en plus, les concepts se sont intriqués en même temps que de plus en plus, les personnes, avec leurs expertises, travaillent ensemble et du coup, démêler ce qui relève vraiment d'un cœur IA, ce qui serait de la science des données, ce qui serait du big data, ce qui est de l'algorithmique, ce qui serait de la digitalisation ou de l'informatisation ou de l'automatisation, n'est pas si simple. Donc, gardons ça en tête. C'est peut-être pas si grave qu'on n'ait pas tous les mêmes définitions, mais par contre, ce serait très grave qu'on pense avoir ou devoir avoir tous les mêmes définitions en même temps que certains mots, en fait, c'est comme, voilà, ne nous aident pas. Puisque, par exemple, alors là, j'ai mis des mots en anglais, je m'en excuse, mais Big Data, par exemple, avec ce big, alors qu'il a été montré tout à l'heure qu'il y avait plusieurs V, plusieurs complexités derrière ce Big Data, ce qu'il faut voir, c'est qu'à un moment, les ordinateurs et les systèmes n'arrivaient pas à répondre soit à la massification des données ou alors au fait qu'elles arrivaient de plus en plus vite et ce genre de choses. Il ne faut pas réduire non plus, et ça a été très bien montré, l'intelligence artificielle à des concepts de type deep learning, même si c'est évidemment des choses importantes. Et puis parfois, on utilise des mots type fouille de données, alors qui est apparu dans les années 90, data mining, fouille de données, avec un sens très resserré, alors qui n'était pas utilisé par les gens qui faisaient de l'intelligence artificielle, mais plutôt par les personnes qui faisaient des bases de données. Et en fait, si vous demandez à quelqu'un plutôt en biologie ce que c'est que la fouille de données, il aura une définition presque opposée à la mienne, puisque moi, je prends un ensemble de données et je regarde à l'intérieur
ce que je peux en retirer comme sorte de connaissance, avec tous les guillemets qu'il faudrait, alors qu'un autre collègue pourrait se dire non, non, moi, quand je fais de la fouille de données, c'est que j'ai plein de données devant moi et j'essaye de repérer quel est le sous-ensemble de données qui m'intéressera le plus. Alors, moi, j'aime bien montrer cette carte de la science des données où à l'intérieur, il y a l'intelligence artificielle pour montrer à quel point il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses qu'on doit faire. Ça a été dit, c'est dangereux si on l'utilise mal et ça ne marche pas ou ça ne marche pas toujours. Ou, voilà, mais en tout cas, il y a eu des hivers de l'IA. Le mot n'a pas été encore prononcé, c'est étonnant. Il y en aura peut-être encore, mais c'est une histoire en train de se faire, c'est une histoire qui est en train de relier plein de choses. Alors, on pourrait penser que l'IA, en fait, se cache à l'intérieur de choses, qu'elle est pas si présente que ça. Où est Charlie, où est Lia? Est-ce qu'elle doit rester cachée? Est-ce qu'elle est visible? Est-ce que c'est complexe ou compliqué? Complexe, moi j'en suis sûre. Compliqué, sans doute parfois, c'est à débattre, mais il y a des choses à montrer, il y a des choses dont on doit s'emparer qui ne sont pas peut-être aussi compliquées que ça, mais ne jamais montrer toujours montrer la complexité me semble important pour montrer que est-ce que ça relève des maths, est-ce que ça relève de l'informatique, sans doute de tout en même temps, et c'est une bonne nouvelle parce que quand on veut s'attaquer à des problèmes et des vrais, c'est souvent complexe, et même, il y a même de l'IA quand on cherche Charlie, puisque j'ai trouvé en préparant cette présentation, ce petit robot qui nous aide à retrouver Charlie. En tout cas, le message, ce que j'aimerais vous dire, c'est que voilà, il y a un puzzle de concepts, il y a des choses dans cette prise de conscience à bien avoir en tête. Il faut, ça a été dit aussi dans les questions, il faut qu'on préserve l'impact environnemental, hein, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, soyons des citoyens éclairés par rapport à la responsabilité, ça a été dit, hein, dans le traitement des données et dans tout ce qu'on fera avec l'IA. C'est pas magique, c'est scientifique, c'est de la connaissance, ça s'apprend, ça se montre. Évidemment, derrière ces connaissances, il y a des choses qu'on ne sait pas, comme dans plein d'autres domaines, mais ce ne sera certainement pas une seule matière, un seul domaine, un seul expert qui va pouvoir maîtriser tous ces concepts-là. Et on utilisera sans doute ce que j'essaye de faire passer, hein, sans doute jamais tous les mêmes mots, mais il y a de quoi construire. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit symbole orange qui apparaît en bas à droite. C'est le symbole de la science ouverte, c'est le symbole de la construction de biens communs et de choses que ça relève des données, des algorithmes ou des traitements qui soient partageables et partagés. Voilà ce que je voulais, en tout cas, de mon côté, partager avec vous autour de cette question. Oui, merci beaucoup pour ça. Mais vous avez parlé d'éducation et c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Et l'éducation, elle ne se limite pas simplement à l'éducation de l'expert ou à l'éducation de l'utilisateur, mais vous vous intéressez même à l'éducation dès l'enfance. Oui, oui, c'est quelque chose, effectivement, oui, merci, qui nous tient à cœur, même dans des associations type Codeurs de jour pour l'apprentissage du code dès le plus jeune âge. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tout le monde ne sera pas expert de l'IA, tout le monde ne sera pas contributeur des méthodes de l'IA ou du développement d'algorithmes et de logiciels ou d'outils et de systèmes, de robots, etc. Mais puisque c'est partout, il faut qu'on soit tous à peu près conscients de ce qui se cache derrière, des grands principes. Ils sont finalement presque tous assez intuitifs. On peut les montrer. On peut les montrer à tous les âges de la vie, je pense. À partir du moment où un enfant s'émerveille et commence à parler, il peut comprendre des choses parce que c'est aussi, ça s'appuie sur des choses qui sont de l'ordre de fonctionnement qu'on connaît ou qu'on apprend quand on apprend la biologie à l'école. Mais en tout cas, oui, c'est important qu'on cultive ça mais ça a été dit, pour qu'on connaisse les limites, les biais et aussi les opportunités. N'ayons pas peur non plus. D'accord. Alors, peut-être avant que vous terminiez complètement votre exposé, je vous demande un petit résumé, parce que le titre de votre intervention a été « Les prises de conscience ». Oui. Si on devait dire, là, concrètement, quelques prises de conscience que nous devons vraiment garder en mémoire et sur lesquelles s'interroger au quotidien. Alors oui, rappelons-nous qu'à la fois les mots ont un sens, mais qu'ils n'ont pas le même sens pour tout le monde. Cette terminologie est importante. Rappelons-nous qu'on n'a pas besoin d'être tous experts, mais qu'il y a vraiment besoin que tout le monde soit informé et cultivé autour de ces questions-là. Et ne résumons pas l'informatique, l'IA et toutes ces choses-là aux mathématiques, puisque c'est bien plus large et qu'il faut vraiment qu'on s'en empare de manière
multi points de vue. Merci beaucoup, Anne. Donc là, nous avons vu le côté un peu éducatif. Je vous propose maintenant de rejoindre Frédéric Barbaresco, de bien vouloir nous rejoindre, qui lui est dans le thème les métiers. Quels sont vraiment les métiers qui aujourd'hui sont en train de bouger et concrètement, quels sont ces métiers qui vont changer notre avenir et peut-être changer complètement le monde du travail dans les périodes qui viennent. Alors, juste avant de donner la parole à Frédéric Barbaresco, un petit film d'introduction. The demand for reliable transport is constantly increasing. Railways are expected to grow up to 40% over the next 20 years, providing longer running hours and more passenger journeys. In contrast, rail operators and maintainers are challenged to control and streamline operational and maintenance expenditure. Digitalisation is one opportunity to manage costs and optimise revenue. Research has shown that companies that rely on data-driven decisions are likely to boost revenue by as much as 30%. Data is everywhere. Big data. Existing systems are already producing huge volumes of data from a large variety of sources with an incredible velocity. If the right dataset is not available, sensors can be installed to start collecting information to support the data-driven decisions. This is enabled by the Internet of Things industrial revolution, connecting billions of devices online. And this vast amount of data can only be processed and stored using cloud technologies. This cloud environment can only be used if the right steps to secure the data have been taken. In addition to this, a range of digital services are offered, including software development, data science, advisory services. Tyrus is also technology agnostic and secured by Thales' world-leading experience in cybersecurity. The end result is efficient transport, from happy passengers reaching the destination on time without disruption, to happy freight customers getting their package. And, for the railway industry, efficient transport means more business. Merci beaucoup pour ce film. Donc, Frédéric, est-ce que Frédéric nous rejoint? Bonjour, vous m'entendez? Oui, ça y est. Bonjour Frédéric. Bonjour. Après ce film, on a vu que le business était quand même le but des choses pour un ingénieur, c'est de faire des choses que les gens puissent utiliser, qu'ils puissent les aider. Et donc, l'ingénieur et le scientifique se retrouvent dans l'industrie. Est-ce qu'il y a une IA pour les ingénieurs? Oui, donc j'avais quelques planches, je vais essayer de les partager. Est-ce que c'est bon? Oui, il faut le mettre en plein. Voilà, parfait. Voilà. Là, c'est bon. Je commencerai par une étymologie du mot ingénieur, en fait. Alors, effectivement, il y a l'impression qu'il y a le mot génie dans ingénieur, mais en fait, la racine latine du mot ingénieur vient de inginere, donc la génération, et aussi la notion qui a donné le mot engin. Donc, ce qui est important pour l'ingénieur, c'est de fabriquer des engins. Et cet aspect fabrication, c'est là où l'intelligence artificielle va intervenir, parce qu'elle va nous aider à mieux définir le design de ces engins, de ces fabrications humaines. Donc, ça va être une aide à la conception. Ce dont je vais parler en lien avec l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle les jumeaux numériques. Ça va être une révolution dans le domaine de l'ingénierie. Ça va être le couplage en fait entre ces jumeaux numériques
qui sont rendues possibles par les capacités de calcul et par les données que l'on peut traiter pour les définir, qui vont permettre d'amplifier en fait les capacités des ingénieurs à concevoir de nouvelles machines. Donc là, je disais que je vous montrais sur cette image, alors c'est pas vraiment un jumeau numérique, c'est plutôt un jumeau analogique, mais c'est la mission Apollo. Déjà, il y a 50 ans, c'est un peu le début de l'ingénierie, hein, la mission Apollo. Beaucoup d'ingénieurs ont travaillé, ont défini les premières règles d'ingénierie pour développer des systèmes complexes. Ils avaient construit des jumeaux numériques. Ici, on voit le module de commande et le module lunaire. Au départ, pour simuler des pannes. Et d'ailleurs, ils ont eu à se servir de ce jumeau numérique pour les pannes au niveau de la mission Apollo 13, où ils ont essayé de resimuler les pannes qui étaient arrivées. Alors, de façon plus moderne, maintenant, le Digital Twin, on le voit apparaître en couplage avec l'intelligence artificielle. Donc, on parle d'ingénierie centrée données. Hein, donc, c'est un peu le mot d'ordre qu'a lancé Thierry Breton. Là, on a un peu perdu la guerre des données personnelles. En revanche, les données industrielles vont être une chance pour l'Europe parce que nos industriels ont une grande quantité de données et on va pouvoir les exploiter pour améliorer l'ingénierie des systèmes, pour optimiser le design de ces nouveaux équipements. Et derrière, on retrouve des outils. Alors, on a parlé beaucoup d'IA hybride. Là, on parle de modèles, de ce qu'on appelle des surrogate modèles hybrides. Alors, qu'est-ce que c'est un surrogate modèle? On peut l'utiliser à deux niveaux. Alors, soit vous avez un modèle analytique de votre système, mais ce système analytique n'est pas parfait parce qu'il ne modélise pas tous les défauts. Donc, on va utiliser l'apprentissage pour rajouter une couche d'apprentissage pour améliorer la représentativité du modèle. Hein, donc, ça rejoint un petit peu le thème précédent sur les modèles météorologiques. Et puis, le surrogate modèle aussi, c'est de remplacer un modèle analytique par un réseau de neurones donc qui va apprendre la fonction de transfert. Hein. Donc, dans ce cas-là, le réseau de neurones, c'est un interpolateur universel très non linéaire qui va dépendre du nombre de couches que l'on va mettre et qui va pouvoir remplacer le modèle analytique par un modèle surrogate qui va pouvoir tourner plus vite. Donc, si le modèle tourne plus vite, on va pouvoir passer du temps à optimiser le design de l'équipement. Voilà le couplage et l'utilisation de ces jumeaux numériques. Et ces jumeaux numériques vont être utilisés dans les différentes phases et les différents métiers de l'ingénieur. Dans la phase de développement, donc là, ça va être l'ingénieur qui va faire le design de l'équipement. En support du client, donc là, c'est tout ce qui est maintenance prédictive. Et le film précédent l'illustrait un peu dans le domaine du ferroviaire. Et puis, on va pouvoir ajouter même des nouveaux services grâce à ces jumeaux numériques, puisqu'on va pouvoir simuler des pannes, simuler des comportements anormaux et pouvoir reconfigurer le système par simulation. Donc, je dirais, alors chez Thales, on n'a pas des jumeaux numériques, là, on a même des jumelles numériques pour être un peu plus égalitaire. Ce qui est important, c'est que ça change beaucoup de métiers et surtout, ça revalorise d'autres métiers qui étaient peut-être se sentaient moins concernés par la transformation numérique. Donc, les gens, justement, les métiers d'ingénierie, de l'ingénierie fonctionnelle, de l'ingénierie hardware, qui vont pouvoir, en fait, avoir accès à ces outils. Donc, le couplage des jumeaux numériques avec l'intelligence artificielle va être mis à disposition de ces ingénieurs. Et donc, ils vont pouvoir avoir accès à cette technologie de dernière génération pour optimiser leur métier. C'est-à-dire, les gens ont inventé la calculatrice parce qu'ils en avaient marre, de faire des additions et des multiplications à la main. Il faut prendre l'intelligence artificielle couplée au jumeau numérique comme une calculatrice des temps modernes, plus puissante, qui permet à l'ingénieur d'explorer des degrés de liberté plus larges. Et ça, c'est un problème de l'ingénieur assez important, c'est que dans nos nouveaux systèmes complexes, il y a beaucoup plus de degrés de liberté.
ces outils-là vont permettre de les explorer. Donc, c'est vraiment une chance pour notre industrie, puisque ça va attirer les jeunes aussi vers nos métiers plus traditionnels, que sont l'ingénierie des équipements, l'ingénierie des systèmes. Je terminerai sur deux citations de personnes qu'on a déjà citées aujourd'hui, Michel Serres et Henri Bergson. Je pense que c'est un peu un biais d'essayer de définir ce qu'est l'IA. En fait, une façon de faire, c'est de définir, comme le donne ici Michel Serres, donc je vous laisse dire la citation, mais c'est la caractéristique de l'humain, c'est par essence d'être déprogrammé, d'être non programmable. C'est cette caractéristique-là qui est utile dans l'ingénierie, c'est-à-dire que l'IA va être un outil, comme la forge a été un outil pour les forgerons pour construire des instruments. C'est un outil pour aller plus vite, mais qui laisse une liberté à l'homme dans ses choix de conception, dans ses choix de réalisation. Et c'est ça qui est important, et je pense qu'il n'y a aucune peur à avoir. Donc l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'homme, mais elle l'aidera. On parle d'ingénierie augmentée, dans le sens où c'est un outil qui va permettre d'aller plus vite et d'explorer plus de combinatoires. Souvent, l'ingénieur s'arrête quand il a trouvé une solution. Pourquoi il s'arrête? Parce que ça coûte cher. On ne peut pas dépenser des mois d'études. Donc, quand on a quelque chose qui est à peu près compliant avec les demandes clients, on s'arrête. Alors que là, avec ces outils, on va pouvoir explorer des systèmes plus larges. Et puis, la dernière citation de Bergson, je terminerai là-dessus, c'est dans l'évolution créatrice, où en fait, il parle d'homo faber. En fait, la véritable intelligence de l'homme, c'est de construire des outils à faire des outils. Et donc, l'intelligence artificielle, ça va être simplement un outil supplémentaire pour être plus performant dans cet objectif. Merci beaucoup, Frédéric. Et là, je propose que François-Marie nous rejoigne. Et donc, François-Marie, le titre de ton intervention, c'est quels sont les chemins pour concourir à l'intelligence artificielle. Donc, j'ai presque envie de demander comment moi, ingénieur et scientifique, pensant être pas trop concerné, je dois me préparer. Y a-t-il de nouveaux savoir-faire, mais aussi de savoir-être? Est-ce qu'on peut mettre... Voilà. Merci, merci Jean-Marc. Alors, quand tu m'as posé la question, je me suis moi-même posé la question pour mon début de carrière, en fait, en tant qu'ingénieur. J'ai un diplôme d'ingénieur, comme beaucoup autour de la table. Et en fait, j'ai choisi de travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, c'était au millénaire précédent, dans le deuxième été. Et ce qui m'avait attiré là-dedans, c'est le projet de l'intelligence artificielle en tant que discipline scientifique et quelque part de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, en fait. Ça vient d'être évoqué par Frédéric, notamment sur les citations. Et rapidement, je me suis confronté au domaine de l'ingénierie, mais cette fois-ci, l'ingénierie de systèmes d'intelligence artificielle, l'ingénierie de l'IA, l'ingénierie des données, l'ingénierie des connaissances. Comment est-ce qu'on va faire pour faire un système? Et bon, on l'a vu il y a quelques instants, un ingénieur, en fait, il est là pour construire quelque chose, pour le fabriquer. Et donc, comment est-ce qu'on va concevoir et fabriquer un système d'intelligence artificielle? Et comme pour n'importe quel système d'ailleurs, les drivers essentiels en termes d'ingénierie dans le domaine économique dans lequel on est, c'est l'équation que je pense que vous connaissez bien, c'est le QCD, coût, qualité, délai. Et donc la question qui peut se poser, c'est quelles sont en fait ces caractéristiques-là en termes de coût et de qualité pour un ingénieur qui va fabriquer des systèmes d'intelligence artificielle? C'est quoi en fait la qualité, par exemple, pour un système d'intelligence artificielle? Je vais vous donner deux exemples.
l'un des plus gros systèmes qu'on ait réalisé dans ce deuxième été, qui était pour la conduite de procédés industriels, où j'ai eu la chance de participer. Gros projet, c'était plus de 200 anéomes, donc c'était vraiment très significatif. Au final, le système il a été mis en œuvre pour la conduite de procédés sur des hauts fourneaux, par exemple, et sur d'autres systèmes industriels. Et en fait, quand il a été mis en œuvre, au passage, il fonctionne toujours. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas eu de résultats dans les années précédentes, si, il y en a, et des systèmes qui continuent à fonctionner. Et deux commentaires qui ont été faits. Le CEO de l'époque est venu voir le système et il nous a dit comment est-ce que quelque chose qui est si abstrait peut en fait prendre un caractère aussi concret que celui-là. Et le deuxième commentaire, c'était des opérateurs qui nous ont dit, mais en fait, elle est où l'intelligence là? En fait, il produit des choses qui sont évidentes, qui sont normales en fait. À la limite, ils nous disaient même, c'est bête comme système. Et c'était quelque part le plus beau compliment qui pouvait être fait parce qu'ils étaient complètement intégrés en fait dans le travail de l'utilisateur. Il était utilisé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il continue à l'être, il rapporte de l'argent, il a de la valeur en fait pour l'usage. Le deuxième exemple que je voudrais vous donner, c'est donc là qui est plus récent. J'ai eu deux exemples d'ailleurs dans des industries différentes où en fait on a développé des systèmes à partir d'apprentissage numérique qui permettait de pouvoir reconnaître une situation défectologique, par exemple, et le système, en fait, fonctionnait extrêmement bien en termes de précision, d'accuracy, comme on dit. Il avait une précision qui était même, pour reconnaître les défauts, supérieure à celle de l'être humain. Cela étant, il n'était pas utilisé dans l'usine. Pourquoi? Parce qu'il manquait encore quelque chose. On a beaucoup parlé de la confiance. C'est que parfois, il a beau être très précis, parfois il n'était pas suffisamment... on n'était pas sûr en fait qu'il donne la bonne solution. Et donc, il y avait une nécessité d'une intervention humaine par derrière pour aller quand même aller vérifier que tout marchait bien. Donc, quand on regarde les qualités attendues d'un système intelligent, on peut aussi les résumer de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse être utile, qu'il rende un véritable service en termes de valeur, mais aussi dans l'interaction qu'il peut avoir avec l'homme, qui soit d'une certaine façon transparent, au sens où il utilise le même langage que l'être humain. On ne s'en aperçoit pas. Moi, quand je discute avec l'un d'entre vous, je vais m'extasier tous les 5 minutes que vous êtes des personnes intelligentes. Je comprends votre langage, ça me paraît logique, je ne m'en aperçois pas quelque part. C'est pareil pour un système intelligent. On ne s'aperçoit pas qui c'est là. C'est un système donc, qui est simple, et vous savez comme moi comment il est compliqué de faire simple, et parfois d'ailleurs il est simple de faire extrêmement compliqué. Donc voilà un peu pour la partie qualité, on va dire. On vise à faire un système qui soit utile, qui rapporte de l'argent. Et pour qu'il soit utile, il faut qu'il soit utilisé, c'est-à-dire qu'il soit bien adapté à la tâche de l'utilisateur, et pour ça qu'il soit aussi utilisable, c'est qu'il soit bien fabriqué. Le deuxième critère, c'est le coût. À côté de la qualité, le coût, c'est le coût d'obtention ou de maintenance en fait du système. Et là, je m'adresse plutôt à la dimension technologique de construction d'un système. Et moi, ingénieur, je vais devoir à un moment donné choisir dans les différentes technologies d'intelligence artificielle, et j'ai de la chance parce qu'il y en a beaucoup, laquelle va être la plus efficace. Je vais vous donner un exemple. Supposons que nous ayons à apprendre à la machine qu'au-delà de 18 ans, on est majeur. J'ai deux possibilités. Ou alors je code if âge supérieur à 18, alors majeur. Ou bien je peux prendre plein d'exemples sur Internet de personnes qui ont au-dessus de 18 ans, en dessous de 18 ans, les labelliser, comme on dit, les catégoriser, et utiliser un système d'apprentissage pour pouvoir reconnaître en fait cette classification et donc apprendre à la machine à la faire. Qu'est-ce que je vais choisir? Moi, en tant qu'ingénieur, je vais évidemment choisir celle qui est la moins coûteuse. Donc ça, c'est le deuxième driver que je vais utiliser dans cet arsenal et dans cette chance, c'est de pouvoir choisir dans l'ensemble des solutions qui sont proposées, quelle est la bonne. Et donc, un système d'intelligence n'est pas, on va dire, réductible à sa technologie d'apprentissage, par exemple, puisque c'est quand même celle-là qu'on utilise le plus aujourd'hui. Donc, en conclusion, quels sont les chemins pour y parvenir, pour y contribuer, quelles sont les qualités
que nous, ingénieurs, de mon point de vue, devons mettre en œuvre, moi j'en dirais il y en a 3. La première, c'est de se plonger dans le métier, de bien comprendre quelle est la valeur des systèmes qu'on va réaliser par rapport à un métier donné. Et évidemment, la maîtrise des différentes technologies pour choisir la meilleure. Et enfin, la dernière, et qui est peut-être la plus importante, c'est de penser comment est-ce que ce système qu'on va construire va s'intégrer en fait dans l'environnement dans l'environnement cible. Merci beaucoup, François-Marie. C'est absolument frustrant parce qu'il y avait plein de sujets encore que j'aurais voulu aborder avec toi, comme pourquoi il y a eu l'hiver, justement, on en a parlé un tout petit peu, Anne en a parlé, pourquoi est-ce qu'il y a eu l'hiver de l'intelligence artificielle, et en plageant Saint-Exupéry, qui dit l'avenir, faut pas le prévoir, mais il faut le permettre, où se trouve l'IA dans tout ça. Mais on est malheureusement obligé de s'arrêter là, parce que je voudrais introduire rapidement Monsieur Bacon, qui peut nous rejoindre, et je voudrais qu'il nous rejoigne dans ce qu'est le débat, qui est inspecteur académique en charge des sciences et technologies industrielles. Oui. Et donc, à ce titre-là, je pense qu'il doit avoir des questions pour cette partie du programme qui était vers de nouveaux métiers, suis-je concerné? Donc, s'il avait une ou deux questions, et je pense qu'après, il va falloir qu'on passe très, très vite au débat final où M. Bacon restera avec nous. Donc, M. Bacon? Oui, merci. Merci d'abord de t'inviter, au travers de moi, d'inviter aussi l'Éducation nationale à cette manifestation qui est extrêmement importante et importante pour l'éducation nationale, au regard de tout ce qui vient d'être présenté, de voir un peu tous les enjeux finalement sur lesquels aussi l'éducation nationale et l'Académie de Toulouse doit répondre. Et au travers de ce qui vient d'être présenté, je dirais qu'à un niveau qui est, grosso modo, l'éducation nationale forme jusqu'à des niveaux bac plus 2 en moyenne, bac général, bac technologique, bac professionnel, forme un certain ensemble de jeunes. Finalement, comment répondre à tout ce que vous venez de nous présenter en termes de besoins métiers? On a bien compris qu'au travers de ce qui est en train de se présenter, il y a un besoin important en termes de scientifiques, en termes d'ingénieurs. Comment finalement développer, accentuer finalement, je dirais, le flux d'élèves vers les formations qui amèneront évidemment, en termes sur le marché de l'emploi, les compétences dont vous avez besoin pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Est-ce que vous avez juste une courte question aux intervenants précédents de cette dernière partie, justement, quand ils ont parlé des métiers, que ce soit à Anne ou qui est du côté formation, M. Barbaresco qui est dans le métier même, François-Marie qui était sur le chemin pour y parvenir? Je voudrais répondre à la question de M. Bacon, s'il en a posé une, sur l'attractivité pour faire venir les jeunes. Je pense que j'en ai un petit peu parlé, mais de montrer que des métiers plus traditionnels vont faire appel à ces technologies est une façon d'attirer les jeunes vers ces métiers. Chez les jeunes ingénieurs, commencer par l'ingénierie, ce n'est pas forcément la chose qui peut paraître la plus attractive. Ou commencer comme des métiers comme la maintenance ou l'IVVQ, je sais pas, un jeune va plutôt avoir tendance d'aller dans les départements d'études amont ou des choses comme ça. Donc le fait de lui dire non, si tu commences en ingénierie ou en IVVQ, en maintenance, tu vas avoir accès aux dernières technologies, tu vas utiliser ces dernières technologies, et donc ça rend plus digital, hein, ça montre que ces métiers sont aussi dans la transformation numérique et ne sont pas des métiers déclassés, des métiers plus traditionnels de l'industrie. Et donc, je pense que ça a été un petit peu l'erreur de la coloration de l'IA par les GAFA, qui ne sont pas du tout dans l'industrie, justement. Hein. Une caractéristique des GAFA, c'est qu'ils fabriquent absolument rien. Donc, je pense que c'est une façon de ramener aussi les jeunes vers l'industrie et vers le métier d'ingénieur, en leur montrant qu'ils peuvent avoir aussi accès à ces données-là et être dans ce mouvement de transformation globale de la société. Peut-être aussi un élément complémentaire. Aujourd'hui,
quand on regarde les métiers les plus, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais les plus sexy, en fait, data science, il fait partie, sauf erreur de ma part, du numéro 2, en fait. Donc, on n'a pas tant aujourd'hui une problématique d'attractivité que peut-être, nous, industriels, une responsabilité pour que la promesse soit au rendez-vous. C'est-à-dire que ces métiers attractifs aujourd'hui sur la data soient pérennes, hein, éviter que winter arrive, hein, winter is coming, hein, le troisième hiver peut arriver aussi, et à ce moment-là, il y aura de la déception. Donc, comment faire en sorte que nous, ben voilà, ces jeunes-là, on puisse leur donner entre guillemets, les bons boulots, dans le sens évoqué par Frédéric ou d'autres, qui rendent pérenne en fait leur intérêt aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est passionnant, mais il nous faut absolument poursuivre dans le déroulement. Et donc, je redonne la parole à Anne. Merci. Au débat. Anne Colorane. Ok, merci beaucoup. Merci à tous et merci au public voilà, qui est encore là nombreux, plus de 120 personnes. J'ai proposé, donc, je propose qu'on aille explorer quelques questions qui n'auraient pas été abordées ou qu'il faudrait approfondir vu les réactions du public. Bernard Molina, est-ce que tu peux exprimer une petite synthèse d'un petit nombre de questions qui t'apparaîtraient vraiment à relever pour ces quelques minutes de ce dernier débat? Voilà, alors j'ai quelques questions effectivement. Une première question, si vous voulez, c'est pas chronologique. Y a-t-il des exemples de création ou d'invention résultant de l'intelligence artificielle? Donc ça, c'est une question qui est venue. D'accord, ok. Tu m'en donnes deux autres là? Je vais en donner deux autres. Alors, une autre. Est-ce que l'intelligence artificielle est capable de remplacer l'intelligence humaine dans toutes les tâches complexes? Par exemple, quid du domaine de l'émotion? En fait, la réponse, quelles sont les limites de l'IA? Donc voilà donc tes questions. Une troisième, est-ce que ce n'est pas risqué de remplacer l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle dans certains domaines comme celui des relations sociales? D'accord. Ok, merci beaucoup. Je penserai à Cédric Févote, qu'en penses-tu? Oui, tout à fait. Justement, je me proposais de prendre la parole. C'est super, merci. Effectivement, en fait, l'IA a pu assister des artistes dans diverses créations, dans le domaine musical, dans le domaine visuel. Il y a même des artistes qui se sont fait une spécialité de générer, de synthétiser de nouvelles images en apprenant des systèmes sur des œuvres d'autres artistes. Alors, en y mettant un petit peu leurs pattes, hein, c'est pas des synthèses totales, mais c'est vraiment des outils qui permettent d'assister les artistes dans leur démarche. Ça a été fait aussi dans le domaine musical, que ce soit par exemple pour extraire des sources d'enregistrement connus du commerce, pour les resampler, pour les remixer dans une nouvelle création, donc typiquement travail de DJ. Mais aussi, il y a des systèmes qui permettent aussi d'aider un compositeur en lui proposant, par exemple, une succession de grilles d'accords, par exemple, musicaux, dans le style d'un artiste connu. Donc, dans tous ces cas-là, vraiment, les IA sont des outils au service de l'artiste. Okay. Et après, alors, pardon, il y a un dernier exemple que je vous donne aussi, qui est quelqu'un dans notre laboratoire, Tim van de Kruijs à l'IRIT, qui a créé un générateur de poésie. Donc, il a donné tout un ensemble de textes à une IA qu'il a conçue, qu'il a entraînée. Et ensuite, il est en capacité de donner des contraintes au système.
Donc, par exemple, des alexandrins, utiliser tel type de rime, etc. Et le système est capable de générer des textes qui ont une teneur poétique intéressante ou pas. Après, ça, c'est la vie de chacun. Ok. Merci beaucoup, Cédric. Alors, je vous propose une transition par rapport à la deuxième question, c'est-à-dire que dans ce qu'on lit chez des psychologues, psychanalystes, sociologues ou autres, c'est que cette question de l'IA, et on le sent dans cette question, enfin de façon subliminale sans doute dans cette première question sur la création et l'IA, mais dans le fond, nous-mêmes, notre capacité à être singulier, individu, etc., on ne risque pas de se noyer, hein, non pas en tant qu'humain, mais même en tant que simplement individu. Hein. Voilà. Et donc, certes, l'IA n'empêche pas de créer, d'assister à la création, mais comment un individu arrive encore à vivre sa singularité et son envie d'être, son envie d'agir, quels vont être dans le fond les aspects réconfortants pour rester dans l'agir et dans être soi-même. Qui pourrait, peut-être un ou deux, je ne sais pas, travailler un peu sur ça peut-être même Monsieur François Bacon, tiens, dans le fond, vous-même qui avez un pied dans l'enseignement, je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai essayé de soulever, qui a à voir avec cette question numéro 2, qui dit, mais dans le fond, est-ce qu'il n'existe pas quand même une limite de l'IA et de l'intelligence humaine, l'émotion, puis couplé un peu à ce que je viens de dire. Qu'en pensez-vous ? Je pense que est-ce qu'il y a une limite, une limite au niveau de la formation d'un point de vue scientifique, je ne suis pas en capacité de pouvoir le dire. Je pense qu'il y a plus d'experts que moi autour de ça qui seront en capacité de pouvoir le dire. Ce qui est en termes de formation, je pense que il y a une dimension de progression à avoir pour aborder la notion de l'IA, progressivité nécessaire, et je crois que c'est ce qui va marquer justement la difficulté, c'est de pouvoir à la fois concilier, je dirais, la capacité à pouvoir aborder ce domaine-là à tous les niveaux, tout en restant dans le compréhensible en fonction du niveau qui est requis, sans justement vouloir aussi dénigrer ou porter ou simplifier ou être simpliste sur ce que ça représente. Et ça, c'est une vraie difficulté au niveau de nos enseignements. C'est-à-dire que aborder des choses simples, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, aborder des choses simples, c'est extrêmement complexe. Et cette notion-là, justement, c'est ce qui fait aussi que actuellement, c'est sans doute une certaine limite que nous avons ou que nous nous imposons parce que là aussi, nous ne souhaitons pas forcément vouloir faire croire ou apparaître que l'intelligence artificielle pourrait être un élément qui pourrait résoudre tous les problèmes ou tous les lieux. Ce n'est pas le cas. Il y a aussi des modalités qu'il faut bien intégrer pour permettre justement de pouvoir avancer avec les élèves pour justement donner envie. Je parlais tout à l'heure d'attractivité, c'est un point important. Et donc, de fait, ces limites-là, elles sont à ce niveau-là et que progressivement, bien entendu, sur des niveaux supérieurs, on peut intégrer aller toujours un peu plus loin. Hein, et de toute façon, les limites de la science, elles nous sont inconnues. Donc, de ce point de vue-là, on pourra toujours aller plus loin. Mais on y va de façon consciente, mais attentif vis-à-vis de ce que représente l'IA dans l'éducation nationale. Ok, merci Monsieur Bacon. Il va falloir qu'on se limite donc rapidement sur la dernière question. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres et il y en aurait d'ailleurs
beaucoup sur développement durable, sur les femmes aussi d'ailleurs, qui sont d'ailleurs bien citées comme devant être plus présentes même dans le rapport Villani, etc. Je vous propose juste d'essayer d'apporter une argumentation ou un élément sur cette question. Donc, est-il risqué de remplacer l'humain par des systèmes d'intelligence artificielle dans les relations sociales, hein, comme nous a présenté Bernard Molina. Anne-Laurent, en une phrase, et éventuellement Juliette aussi, voilà, en une phrase sur ce sujet-là. Comment vous verriez ça? C'est compliqué. Alors, je vais essayer en une phrase. En fait, je crois qu'à chaque fois qu'il y a le mot remplacé, et à chaque fois qu'il y a eu le mot remplacé dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des freins, il y a eu des choix, et il y a eu des choix plus ou moins voilà, en responsabilité, heureux ou malheureux, mais voilà, hein, des gens qui se sont battus contre le téléphone, des gens qui se sont battus contre les voitures. Ça revient, et c'est normal, et c'est bon, parce que ça aiguise le sens critique des plus jeunes jusqu'aux adultes que nous sommes. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir ça en tête. Et toujours pareil, avoir la culture qui fait qu'on comprend les phénomènes sous-jacents et que du coup, on peut analyser et critiquer en bien et en moins bien les transformations. Et typiquement, voilà, sur l'aspect émotion, tout à l'heure, on sait que de plus en plus, ça va être utilisé. De plus en plus, il va y avoir des systèmes automatiques. Ils sont déjà là, hein, dans les agents conversationnels qui voient si on est en colère ou pas, par exemple, avec les signes de ponctuation, avec les emojis ou autres, qui commencent à reconnaître les signes d'ironie. Et puis voilà, un jour, on montera dans sa voiture et si on n'est pas gentil avec sa voiture, elle ne démarrera pas, peut-être. Ok, merci Anne-Laurent. Juliette, une phrase, et puis il faut qu'on passe après à la synthèse par Li Huang. Alors, une phrase, moi j'aurais envie de répondre aussi à la question de la femme et des femmes dans l'IA. Oui, c'est très bien. Je fais un clin d'œil dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci, il y a des femmes dans l'IA et des Françaises de très grand renom, hein. Moi, je suis toute petite dans ce panel, mais on peut citer Isabelle Danlos, on peut citer énormément de femmes, Françoise Solier-Fogelman. Enfin, il y a énormément de femmes qui sont très, très brillantes et qui apportent. Il y a même un réseau qui s'appelle Women in AI, hein, très actif aussi en France. Et sincèrement, moi qui ai démarré pareil au millénaire dernier en intelligence artificielle, un peu comme François-Marie, j'ai jamais souffert d'avoir été une femme dans ce métier-là. Donc, il n'y a aucun handicap ou aucune barrière. La seule barrière que je dirais, c'est plus dans la conception. Et typiquement, le fait d'appeler des assistants virtuels avec des noms de femmes et de leur donner des voix féminines systématiquement, ça contribue un peu à ce clivage. Alors que, il y a un moment donné, il y avait même un concours de beauté des assistants virtuels comme Miss France. Donc, il faut remettre ça un peu et éviter de systématiquement appeler Alexa, Cortana, Siri. Donc, ça commence dès la conception et comme autour de nous, il n'y a que des ingénieurs. Donc, comme l'a dit Frédéric dans l'autre sens, quand il a posé son jumeau numérique et sa jumelle numérique, bah, c'est un peu pareil. Quand vous inventerez des systèmes, pensez aussi à des choses équilibrées. D'accord. Merci beaucoup, Juliette. Merci donc à vous tous. Pour ne pas oublier la ruralité, Martel aurait donc peut-être une question, mais extrêmement courte, nous invitant à une réponse encore plus courte. À vous Martel. Oui, bonjour. Ici, on a vraiment une question donc, sur le domaine de l'intelligence. Madame Sylvie. Le développement de l'intelligence artificielle a forcément un impact sur notre cerveau et donc sur notre développement cognitif. Donc, est-ce que le développement de l'intelligence artificielle va entraîner des modifications de l'intelligence humaine et est-ce que ça va nous apporter forcément un mieux? Excellente question.
Merci beaucoup pour cette question. Je verrais bien la partager, Philippe Dandin, peut-être, qui est voilà, de l'océanographie aux besoins des usagers, ou complété par Frédéric. Enfin, voilà, je ne sais pas. Philippe, vous pourriez essayer? Je sais que c'est vous faire aller de loin, mais... C'est peut-être le physicien qui doit répondre. Toute mesure perturbe son environnement, perturbe le système. Donc, je pense que tous ces algorithmes qui nous entourent et avec lesquels nous allons vivre vont modifier le comportement de l'animal que nous sommes et de l'animal intelligent que nous sommes. Anne disait qu'en montant dans la voiture, un algorithme un jour saurait reconnaître si nous étions dans un état... sur un spectre d'états possibles et agirait en conséquence. Eh bien, préparons-nous à nous adapter à cette future voiture, à ce futur véhicule, à cet accueil. Et puis voilà, on changera nos comportements en tout cas, sinon notre intelligence ou notre physiologie ou je ne sais quoi. Mais je parle à l'intuition en tant que citoyen comme n'importe lequel d'entre les panélistes ici ou n'importe lequel de nos auditeurs. Ok, merci beaucoup. Voilà, bah, écoutez, le temps... Pardon? J'avais un petit mot. Frédéric, tu as un petit mot? Bon, allez. En tout cas, pour l'ingénieur, ça va lui libérer du temps pour des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc, voilà, donc c'est plutôt un plus. Il va avoir plus de temps pour réfléchir ça lui donne les moyens pour accélérer, explorer plus de solutions possibles. Hein. On a beaucoup parlé, même dans la création. Hein. C'est un assistant qui cherche en poésie ou en musique, il va proposer aux créateurs beaucoup de combinatoires et donc on a un accès à une plus grande complexité, mais justement c'est assez excitant pour l'intelligence humaine et voilà, donc l'homme va s'adapter et comme l'homme a horreur de s'ennuyer, il va transformer cet ennui en nouvelle création. Okay. Merci pour cette note positive sur l'appropriation de l'IA pour s'augmenter nous-mêmes. Une belle introduction à la synthèse que Li Huang est invité à nous faire, exercice sûrement presque impossible, mais voilà, on vous met ça sur les épaules. À vous, Li. Merci. Bon, je vais essayer de faire mon possible. C'est vrai que c'est pas facile. Mais je pense que j'ai noté quelques points. Je pense qu'on peut retenir que il y a eu beaucoup d'avancées en intelligence artificielle et en particulier l'apprentissage machine a permis vraiment de nouvelles choses et il y a eu des résultats absolument impressionnants qui ont été présentés aujourd'hui dans divers domaines, en météorologie, en traitement du signal. Mais je pense que beaucoup d'entre nous avons insisté sur le fait qu'il n'y a rien de magique. L'apprentissage, c'est l'analyse de données pour essayer d'améliorer des modèles. Mais il n'y aura rien qui apparaîtra qui n'existe pas déjà dans les données et dans les algorithmes d'apprentissage initiaux. Et par ailleurs, ce n'est pas une solution à tout, quoi. Il y a clairement des problèmes qui sont résolus de façon beaucoup plus appropriée par d'autres solutions algorithmiques ou par d'autres solutions tout court. Ceci étant dit, la révolution actuelle de l'intelligence artificielle tourne beaucoup autour des données. Donc, il y a un énorme enjeu autour des bases de données, de la qualité des données, de la quantité des données et la protection également des données. Donc, dans tout projet d'intelligence artificielle, je pense qu'il y a une importance importante à donner à quelles données sont collectées, est-ce qu'elles sont certifiées, et ainsi de suite. Ensuite, en termes un peu plus social, à l'échelle de la société, notamment, il y a beaucoup de conséquences auxquelles je pense qu'on s'attend tous, en particulier à des impacts importants sur le monde du travail, qui impactent aussi bien l'ingénieur que l'agriculteur, comme ça a été mentionné. Beaucoup de métiers dépendent finalement de l'information, de la manière dont l'information est traitée et peut être collectée et transmise. Donc, clairement, ça a un impact sur énormément de métiers différents. Et du coup, c'est important de réfléchir à une transition, essayer de ne pas être pris par surprise et de faire en sorte que les choses se passent
aussi bien que possible, et ça passe beaucoup par la formation, comme ça a été signalé. La formation à tous les niveaux, je pense, à tous les âges, mais des jeunes aux personnes déjà plus établies dans leur métier. Je pense insister à nouveau sur le fait que tous ces produits sont très, très présents à travers tous les domaines, mais également dans la vie quotidienne, à travers les téléphones. Et je pense que c'est du coup important qu'il y ait une sensibilisation à tous ces enjeux et à tous les risques potentiels qui se posent. Et du coup, c'est important d'accompagner également le grand public et les citoyens qui ne seraient pas des ingénieurs ou des gens très impliqués ou des chercheurs du domaine. Puis enfin, un troisième axe sur lequel j'aimerais insister, qui me semble avoir été mentionné quasiment tout le temps, c'est le problème de la confiance et de l'éthique. On a des systèmes qui apprennent par eux-mêmes. C'est difficile, beaucoup plus difficile avant de les contrôler, de les vérifier, d'être sûr qu'ils font toujours ce qu'on veut qu'ils fassent. Et également, et en particulier sur des questions plus subtil d'éthique. En particulier, on a parlé pas mal des problèmes de protection des données, mais également des problèmes de biais, notamment des biais de genre ou des biais potentiellement raciaux. Et sur ce, j'espère avoir couvert suffisamment de ce qui a été dit. Merci beaucoup, Lee. Donc ici, cette GNI 2021 en Occitanie prend fin. Nous souhaitons que celle-ci vous ait été une belle rencontre, qu'elle vous a été enrichissante et vous donnera surtout l'envie d'apprendre encore plus sur l'IA à travers des livres, des cours et d'autres webinaires. Nous souhaitons que vous, les jeunes qui avez suivi cet après-midi, vous ayez l'envie de faire des études d'ingénieurs et scientifiques, et en particulier les jeunes filles dont nous avons besoin dans nos filières. Et vous, les moins jeunes, que cette rencontre vous permette à l'avenir d'être plus encore au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes compétences pour appréhender l'intelligence artificielle dans votre vie professionnelle. Enfin aussi, que vous ayez envie de nous rejoindre à l'IESF pour construire avec nous d'autres soirées, partager nos expériences avec les jeunes dans les lycées ou simplement partager la passion qui nous anime dans une même communauté de pensée. Merci aux intervenants qui nous ont permis d'aborder la complexité de ce domaine sans nous y perdre et perdre notre âme. Merci à Martel de nous avoir soutenus dans cette aventure. Merci à l'ICAM pour son soutien et pour nous avoir hébergés. Merci enfin à vous tous, au bout de votre ordinateur, pour nous avoir suivis. Et un merci tout particulier à Anne, qui a été une grande complice dans la préparation de cette soirée. À bientôt peut-être et à l'année prochaine pour une nouvelle GNI.